Donc, ce qui nous intéresse comme modèle, en fait, c'est pour démarrer, on va démarrer avec le cube. On va faire un plan, enfin un plan. Quand je dis un plan, ça veut dire une forme plate, comme un flyer, vous voyez? C'est ce qu'on va faire. Mais je voudrais qu'il ait quand même une petite épaisseur, et donc je ne vais pas démarrer de ce qu'on appelle ici le plan, parce que lui n'a aucune épaisseur. Je vais démarrer du cube, parce qu'il y a quand même l'épaisseur du papier. Voilà, c'est un choix. Alors, navigation dans la scène, vous avez la roulette de la souris qui vous permet de faire le zoom avant, zoom arrière, d'accord? Donc c'est un zoom 3D, parce que comme vous le voyez, quand on s'approche, il y a une déformation du cube. Voilà, il y a de la perspective. C'est pas juste agrandir le cube sur l'écran, c'est vraiment la caméra qui se déplace vers l'avant ou l'arrière. Ça, c'est une chose. Ensuite, ça, c'est la roulette de la souris, donc quand on la fait rouler. La roulette de la souris, quand vous l'enfoncez et que vous bougez, c'est là où pointe la caméra. Donc ça, c'est pas l'objet qui bouge, comme vous le voyez, le grillage sur lequel est posé l'objet, le maillage bouge aussi. Donc ça, c'est vraiment la caméra. On est en train de contrôler la caméra. Ensuite, le bouton droit de la souris permet de tourner la caméra autour de l'objet. Pour les mouvements de caméra qu'on vient de faire, le édition annulée ou édition rétablir ne fonctionne pas. Pouvoir voyager dans les différents mouvements de caméra qu'on vient de faire, vous avez peut-être découvert par vous-même, c'est ceci. Donc essayez ça pour aller en arrière. Et puis si je veux rétablir, c'est bien sûr l'autre. Donc en ayant la flèche enclenchée dans la palette des outils, le bouton droit de la souris permet de faire la rotation. En réalité, on le voit si on regarde le sol, ce n'est pas le cube qui tourne sur le sol, mais c'est vraiment l'angle de vue qu'on a sur le cube qui est en train d'être modifié. On tourne autour du cube. Parfois, quand vous serez en édition de matière, après être descendu à l'intérieur du cube, en quelque sorte, sur la matière, le bouton droit ne fonctionnera pas, il faudra activer l'outil de rotation et utiliser le bouton gauche de la souris pour tourner. Et quand vous aurez fini de tourner, vous réactiverez la flèche. Et là, le bouton droit de la souris devrait fonctionner, surtout si vous êtes sorti de l'édition de matière. Voilà. Ici, je vais utiliser le bouton, la roulette en fait. Je vais utiliser la roulette de la souris et que j'enfonce, c'est donc le panoramique. Et donc, il est possible, techniquement, en s'y reprenant à plusieurs fois, de perdre notre objet, on ne sait pas où il est. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ici, au-dessus, une icône qui va vous permettre de recentrer la caméra sur l'objet de la scène. Voilà. Si vous cliquez là-dessus, vous récupérez votre objet, la caméra se recentre sur lui. Avec les flèches là, on peut modifier la position de l'objet dans la scène. Ça n'a pas grand intérêt de modifier en horizontal la position de l'objet, puisqu'il n'y a pas d'autres objets par rapport le situer par rapport à d'autres objets, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tester la flèche verte ici. Si vous prenez la flèche verte, c'est le déplacement vertical. Et là, vous voyez que l'objet, par rapport au sol, s'est détaché. On a une ombre qui est là. Avec le clic droit de la souris, je peux tourner autour. Je vois que par rapport au sol, il est détaché par rapport au sol. Espacé. Il flotte. Pour le remettre parfaitement sur le sol, il faut qu'il soit sélectionné. Et quand il est sélectionné, ça se voit. Vous avez le gizmo. On appelle ça le gizmo. Des coordonnées. Oui, qui permet de déplacer, mais aussi de tourner l'objet. On ne va pas le faire ici. C'est pas le but dans un premier temps.
Mais donc l'objet est sélectionné, vous voulez poser sur le sol, vous avez une fonctionnalité ici dans la partie action. Alors je ne sais pas si chez vous elle est déployée sur la droite, la partie action, mais vous avez ceci placé sur le sol. Et voilà, l'objet revient parfaitement sur le sol. Excel. Bien sûr, comme dans tous les logiciels Adobe, cette fonction est également dans les menus. Objet placé sur le sol, voilà, c'est la même chose. Donc, c'est redondant. Alors, dans les propriétés, c'est pas ici à taille qu'il faut modifier. Il faut déployer cube ici. Et vous avez les dimensions en centimètres du cube. Donc, on va faire un format A5 14,8 sur 21. Donc, largeur 21. Tabulation, hauteur 14,8. Tabulation, profondeur 0,2 par exemple, pour lui donner une épaisseur. Oh, voilà. Clic droit de la souris. Donc notre objet ici va être totalement recouvert par une image Photoshop, mais on peut malgré tout, si on veut, voir qu'il est possible de changer la couleur de la matière 3D qui est là-dedans. Donc on va de toute façon devoir sélectionner l'objet. Est-ce que vous voyez le panneau qui concerne la scène? Ce qui nous intéresse, c'est surtout le cube, et pas vraiment double-cliquer là parce que ça c'est pour renommer, mais sur la partie gauche ici, si vous double-cliquez, vous arrivez sur ce qui concerne le cube. Ben oui, qui n'est plus vraiment un cube, mais enfin bon, voilà. Et alors, matière par défaut est sélectionnée. À ce moment-là, dans Propriétés, vous avez la couleur de base. Par défaut, c'est gris, mais si vous voulez, vous cliquez là et vous mettez une autre couleur. Touche Escape pour faire partir le panneau. Donc la touche en haut à gauche, c'est Escape. Avec la flèche, je sélectionne l'objet. Et alors, vous avez dans le menu Objet une fonctionnalité qui s'appelle Générer des UV. Mais c'est grisé. Parce qu'en fait, notre objet est ce qu'on appelle une primitive. C'est une forme de base qui est inscrite en quelque sorte dans la carte graphique 3D de l'ordinateur. C'est une méthode pour que ça aille plus vite. C'est ce qu'on appelle les primitives 3D. Et on ne sait pas faire tout ce qu'on veut avec. Et donc, si on veut pouvoir utiliser des UV, à un certain moment, il faudra qu'on les exporte au format Photoshop, par exemple. Mais avant, il faut arriver à les générer. Et bien pour ça, en ayant l'objet sélectionné, vous devez utiliser l'icône ici, convertir en modèle standard. À partir de là, générer des UV dans le menu objet est accessible, vous pouvez l'enclencher. Ici, je suis dans Wikipédia, je suis allé voir un peu ce que c'est les primitives. Forme géométrique de base, mathématiquement parfaite et régie par des formules mathématiques, par opposition aux objets dits maillés, donc qui sont construits avec des grilles, des maillages. Et ils vous disent ici quelles sont les formes primitives. Selon les logiciels, ça peut changer. Donc, sans que vous le voyez, ça n'a pas été enregistré. J'ai changé la couleur de la matière de l'objet. Au lieu du vert que j'avais choisi, là, j'ai remis du gris. Ça n'a absolument aucune importance pour la suite. La couleur de la matière de base va de toute façon être cachée par la texture qu'on va mettre au-dessus. Donc, ça n'a aucune importance que ce soit jaune, vert, peu importe. Gris, c'est bon. Objet, générer des UV. Objet, exporter les UV. Donc, dans le dossier cours 10, c'est bien. 2048 sur 2048, c'est bien. Exporter. Donc, on vient de générer les UV dans Adobe Dimension. Alors, les UV, c'est quoi? C'est le positionnement
d'une texture sur un objet 3D. Et le positionnement se fait selon des axes qui sont nommés U et V. Alors, donc le positionnement d'une texture sur un objet 3D se fait selon des coordonnées UV. Pourquoi UV? Ben ça, il y a plein de gens qui utilisent la 3D et qui ne le savent pas. Simplement parce que la géométrie des objets 3D, c'est désigné par des positionnements X, Y, Z. Et donc, pour la texture qui vient se mettre par-dessus la géométrie 3D, on utilise les 3 lettres de l'alphabet qui précèdent U, V, W. Voilà. Alors, vous allez aussi entendre le terme Unwrap Mapping. Donc, le processus qui consiste à créer une cartographie, une map UV. Elle s'appelle le UV Unwrapping. C'est ce qu'on vient de faire, en fait. Dans Photoshop, j'ouvre le fichier, exporter, et voilà. Alors, ce qui est surprenant, c'est que d'une fois à l'autre, on obtient parfois un déploiement UV à unwrap mapping différent. Mais celui-là paraît correct, parce qu'on a quand même chacune des faces de l'objet, comme on veut, le format A5. Donc, dans la palette des calques de Photoshop, vous allez pouvoir afficher la grille de texture qui est là pour qu'on puisse comprendre quelle est la face déjà. Voilà. Ici, ça va être très facile quand même, mais bon. Pour des objets plus complexes, c'est des déploiements plus complexes, donc le principe reste le même. On affiche la grille de texture, on fait fichier enregistrer, on va dans dimension, donc commande tab sur le Mac, alt tab sur le PC pour passer d'un logiciel à l'autre. Et en ayant cet objet sélectionné, on va donc faire fichier importer, placer l'image sur le modèle. On va chercher notre cube UV là. Voilà. Dans les propriétés de l'image qui devraient apparaître là, oui, si on clique à côté de l'objet et qu'on reclique dessus, les propriétés montrent ce qui concerne l'objet. Il va falloir redescendre sur ce qui concerne l'image en double-cliquant sur cube et en activant l'image ici. Donc, les propriétés de l'image. La position, on va demander fond. La texture qui va remplir l'objet entièrement, en fait. Hein. Voilà. Ce n'est pas juste une image qui vient sur un objet comme une décalcomanie, comme un tatouage, mais c'est vraiment un enrobage de l'objet par l'image. Il y a une face qui termine par G4 et l'autre qui termine par G9. Et si je vais dans Photoshop, je vois bien qu'il y a une des faces qui termine par G4 et une des faces qui termine par G9. Donc, c'est bien. Mais là, vraiment, ça n'était pas ultra nécessaire d'afficher la grille des textures. C'est pour que vous compreniez comment ça marche, mais c'est tellement facile, il y a juste 2 faces à cet objet. Quand vous aurez un vrai cube avec 6 faces, ce sera déjà plus intéressant, ça. Bien, alors l'image dans Photoshop, vous la fermez. Et on est donc dans Dimension. Photoshop est toujours ouvert, mais j'ai juste fermé l'image dans Photoshop. On va dans Dimension. Et alors, quand vous cliquez sur l'image là, sur la petite vignette, vous avez un panneau qui apparaît, qui vous permet notamment de modifier l'image. L'image s'est réouverte dans Photoshop. Alors, vous êtes dans Photoshop, regardez quelque chose ici. Quand vous enfoncez la touche CMD, la touche commande, et que vous cliquez le nom
la barre de titre de l'image, ce qui suppose qu'on n'est pas en affichage plein écran. Sinon, la barre de titre, vous ne la voyez pas. Touche F, il faut utiliser la touche F pour être en affichage de l'image flottante, comme ça, flottante. On peut la faire flotter où on veut sur l'écran. Donc, touche commande. Mais vous voyez qu'en fait, il ne s'agit pas du fichier Photoshop que vous avez importé, mais il s'agit d'une copie du fichier qui est dans les dossiers de Adobe Dimension. Bon, sur Windows, tu vas peut-être voir ça quand tu fais enregistrer sous, tu vas voir où se trouve le fichier dans le fil d'Ariane qui est présent dans la boîte d'enregistrement. Ok, on peut fermer l'image là dans Photoshop. Ça veut dire que si je vais modifier l'image, fichier ouvrir, modifier l'image là, l'exportation UV, pour que ce soit pris en compte sur l'objet, il faudra que je la réimporte. On est d'accord, le système dans Dimension qui dit que oui, je sélectionne l'objet, je vais double-cliquer sur cube dans la scène, je sélectionne l'image, je clique sur l'icône ici de l'image et je demande de la modifier. En fait, c'est donc, c'est pas l'image qui est dans votre dossier cours 10 sur le disque dur, c'est une copie qui se trouve dans le dossier Adobe Dimension. Donc, il faut en tenir compte parce que vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive si vous voulez mettre à jour l'image. Donc, ce système ici du crayon, on ne va pas l'utiliser. Je vous rappelle que pour se débarrasser de la boîte ici, c'est la touche Escape. Donc voilà, vous êtes dans Photoshop, vous ouvrez votre fichier. On n'a pas besoin de l'affichage de la grille de texture. On va fermer le groupe de calque repère UV. On va peut-être aller mettre dans le dossier votre illustration. Au-dessus du fond blanc, on va aller mettre un calque de texte. Donc, ouvrez le groupe votre illustration et activez le calque votre illustration. Et alors, on va prendre juste l'outil texte et cliquer sans enfoncer la souris et la bouger, parce que vous savez que dans Photoshop, vous feriez un bloc texte. Donc, si j'enfonce la souris et que je bouge, ça fait un bloc texte. C'est pas ce que je veux du tout. J'annule. On peut pas annuler, il faut jeter le calque. Enfin, c'est parce que je suis dans l'édition texte. Voilà, je jette le calque. Donc, c'est pas un bloc texte qu'on fait là, c'est vraiment une ligne de texte avec l'outil texte et on clique. Voilà. Et vous allez donner un nom, ce que vous voulez, une marque par exemple. Voilà. Touche, non, je veux dire commenter, donc édition, transformation manuelle. Il faut que je quitte l'édition texte, sinon ça va pas le faire. Commenter, voilà, oui, j'ai dû quitter l'outil texte, sinon ça m'a amené à la palette caractères. Commenter, touche Alt, on agrandit, on repositionne. C'est pas le bon texte dans un premier temps, c'est pas grave. C'est peut-être pas la bonne police, c'est pas la bonne approche, il y a des choses bizarres, trop d'espace entre le H et le E chez moi, par exemple. On va pas trop chipoter à ça pour l'instant. Je valide juste la transformation manuelle. Voilà. Alors, la couleur du texte. Donc là, en ayant le calque texte qui est activé, vous allez pouvoir réactiver l'outil texte, ce qui va vous donner au-dessus, là, la possibilité d'aller modifier la couleur du texte. Sinon, si vous n'avez pas l'outil texte, en principe, menu, fenêtre, caractères, la palette caractères devrait vous donner la possibilité également de modifier la couleur. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà. Bon,
Bon, tant qu'on y est, on va dupliquer le calque et faire l'autre face aussi. Vous dupliquez le calque en l'amenant sur l'icône à gauche de la corbeille, ou par un clic droit dupliquer, ou par toute autre méthode. Moi, ici, avec l'outil de déplacement, je vais juste enfoncer la touche Alt et déplacer le texte, et ça m'a fait une copie. Et je vais la mettre de l'autre côté. Et je vais double-cliquer sur le T ici dans la palette de calque pour que le texte se sélectionne. Et je vais indiquer, par exemple, Paris. Voilà. Commande T, en ayant quitté l'outil texte, sinon ça ne marchera pas. Commande T, touche Alt, voilà. Je vais juste faire ça. C'est n'importe quoi, mais bon. C'est juste pour voir dans un premier temps. Alors, je vais faire enregistrer sous et je vais juste indiquer que c'est la version 02 des clés buvet.psd, donc 02. Il n'est pas interdit de préciser ce que vous avez fait. Peu importe. Évitez de faire plus que 32 caractères, évidemment. Voilà, je peux le fermer. Et dans Dimension, en sélectionnant l'objet et en allant afficher les propriétés pour l'image, je peux cliquer sur l'image. Oui, on ne peut pas demander de placer l'image à nouveau parce que on peut placer plusieurs images sur un objet. Donc, c'est vraiment cette image-là que je dois modifier et mettre à jour, en fait. Hein. Vous voyez, sur un même objet, on peut voir plein d'images. Donc ici, je vais utiliser l'icône du dossier pour aller cibler ce que je veux importer. Ça va être celle-là, donc. Voilà. OK. Ça a l'air de marcher pas trop mal. Clic droit de la souris. Pour tourner, on a bien le texte qui est de chaque côté de l'objet. OK, je reviens dans Photoshop. Je vais réouvrir l'image. Fichier, ouvrir les fichiers récents. Voilà, c'est bien celle-là. J'aurais pu la garder ouverte, mais c'est... Voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur... dans le dossier votre illustration, donc dans la palette des calques, je clique sur le calque votre illustration parce que je vais créer un calque et je veux qu'il se crée juste au-dessus de celui-là. Et je vais par exemple utiliser la création de rectangles vectoriels dans Photoshop. Et le rectangle vectoriel, là, il va se mettre comme ça sur la première face. C'est pas interdit qu'il déborde un peu, pas sur la face d'en bas en tout cas. Voilà. Sa couleur, le panneau propriété s'est ouvert chez vous aussi sans doute. On va mettre une couleur de fond. Je vous conseille pas de mettre un dégradé dans un premier temps parce que pour vraiment apprécier la 3D et comment ça modifie l'objet avec l'éclairage, autant ne pas parasiter ça avec un dégradé. Donc on va prendre une couleur, unie. Ouais, je vais juste cliquer là, ce sera plus simple pour avoir le sélecteur de couleurs. Pour quelque chose de plus différent. C'est un peu too much. Prenez quelque chose qui est clair quand même, parce que sinon on va pas y voir grand-chose. Si vous prenez quelque chose qui n'est pas clair, une couleur foncée, ça risque d'être un peu compliqué ici. Bien, donc on a obtenu un calque
de remplissage, en quelque sorte. Non pas un calque de remplissage, que je peux dire, un calque de forme. Voilà, calque de forme. On va le dupliquer avec, par exemple, l'outil de déplacement et la touche Alt en le déplaçant. Et on va peut-être lui donner une autre couleur. Pourquoi pas de l'autre côté? À vous de voir. Comme ça, on verra bien la différence. Ok. Bien. Pour ce qui est du choix des couleurs, je vous rappelle que si vous n'êtes pas très en forme comme moi aujourd'hui, le logiciel peut vous suggérer des couleurs. En fait, dans Adobe, il y a toujours le générateur d'harmonie. Il y a plein de solutions. Alors, je vais enregistrer ça. Fichier enregistré, c'est donc mon document 02 qui vient d'être mis à jour sur le disque dur. Dans Dimension, la mise à jour ne se fait pas. Il faut absolument que j'aille sur ce qui concerne l'image, faire la mise à jour. Voilà. Et le fichier Dimension, je vais l'enregistrer aussi parce que, voilà, on a avancé. Format A5-02. Bon, il nous reste à mettre un vernis sur le texte, par exemple, et puis on verra aussi comment faire du relief. Mais là, je vais vous montrer que vous pourriez montrer déjà ça à quelqu'un qui n'a pas Adobe Dimension. Ah oui, quelque chose que vous pourriez remarquer. Il y a une des faces où je n'arrive pas à voir un reflet sur la face. Et l'autre face, j'y arrive, vous voyez? Mais simplement parce qu'il y a une seule source de lumière ici. Pour arriver à avoir le reflet sur la face qui n'en a pas, je pourrais par exemple tourner l'objet, et c'est mieux, ajouter des éclairages, mais voyons un peu comment on tourne l'objet sur lui-même. Et vous avez votre face là que vous n'arrivez pas à éclairer parce que l'éclairage éclaire l'autre face. Eh bien, voilà, vous allez dans la scène sélectionner juste le cube. Donc là, on travaille sur tout l'objet, pas sur juste sa texture. Arrangez-vous pour voir cet arc de cercle vert. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes comme ça de face, l'arc de cercle vert, il est caché derrière l'axe rouge. Là, c'est foireux, on ne le voit pas. Donc, si vous vous mettez comme ça, on le voit beaucoup mieux. Vous prenez ça, vous tournez. Voilà, comme ça, par exemple. Du coup, avec le bouton droit de la souris, la face qui n'avait pas la lumière, maintenant là, forcément, vous avez retourné l'objet, la lumière tape sur l'autre face. Comme ça, c'était l'occasion de voir comment tourner un objet. Avec notamment ceci. Bien sûr, on peut le faire de manière paramétrée avec ceci. Hein. C'est ce que j'ai fait là, en fait, 180 degrés. Je l'ai fait manuellement avec l'arc de cercle vert, mais j'aurais pu taper ici. Quoi qu'il en soit, nous allons exporter. Alors, on va exporter la scène. Vous avez l'icône là au-dessus, partager des scènes 3D. Vous cliquez dessus. Alors, vous avez la possibilité de faire juste un instantané PNG. Mais en fait, c'est assez pourri comme résultat là. Donc, plus tard, vous verrez qu'il y a une partie rendue où on fait calculer l'ordinateur pendant quelques temps pour que ça fasse une image vraiment de haute qualité. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est pas un PNG,
Ce qui nous intéresse, c'est de publier une scène 3D. Donc, choisissez publier une scène 3D. Bon, on va pouvoir lui donner un nom si on veut. Je vais éviter, éventuellement, si je dois mettre ça sur un serveur web, je vais éviter les espaces. OK. Je vais cliquer sur créer un lien public. Donc, encore une fois, j'ai fait quelque chose qui n'est pas trop long au niveau du nom et sans espace parce que ça ne passe pas bien pour le web et sans commencer par un chiffre. Voilà. Créer un lien public, c'est en train de bosser. Donc, ça a uploadé chez Adobe. Voilà. Alors, vous avez copié le lien si vous voulez ou directement affiché sur le web. Donc, on est sur le site adobe.com. Ça prend un peu de temps. Espérons que dans Firefox, ça va marcher. Sinon, il faudra le faire tester le lien dans Chrome, par exemple. Bon, il est toujours en train de bosser. Voilà, il est dans le navigateur. Et donc, c'est l'objet 3D avec l'éclairage, la seule source d'éclairage qui se trouve actuellement dans la scène, l'éclairage de base, mais on pourra en ajouter par la suite. Et donc, si je fais ici copier le lien en question est partageable à n'importe qui. Le voilà, tiens, copier le lien, c'est une version très simple. En plus, on pourrait même le taper. On pourrait même le taper manuellement. On peut l'afficher. On pourrait faire un QR code pour que les gens puissent le voir sur leur téléphone en scannant. Et le QR code, voilà, c'est ça, le lien. Si je le teste dans un navigateur web ici, c'est assez génial de pouvoir montrer dans un navigateur web des objets 3D. Avec le bouton gauche de la souris, on le tourne. Et voilà. Donc, vous avez bien votre scène où, quand vous utilisez le bouton droit de la souris pour tourner l'objet, vous voyez qu'il n'y a vraiment que d'un seul côté qui a de la lumière. Et encore, c'est difficile de la voir, il faut vraiment tourner, passer sous le sol, en fait, pour la voir. Donc, c'est un peu foireux. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est ici, dans les ressources pour démarrer, aller dans les éclairages, en fait. Et dans les éclairages, vous pouvez ajouter un éclairage à 3 points. Vous allez tout de suite voir, voilà, qu'il y a 3 ombres. Et quand on tourne, là, ça paraît un peu plus évident. On voit mieux les reflets. Bon, à ce stade, on pourrait enregistrer le fichier. Dimension 0,3. Dans Photoshop, vous allez enregistrer sous le fichier que vous avez fait, en supposant que le texte soit au bon endroit. On va enregistrer sous et on va changer le nom. On va indiquer que c'est quelque chose de complètement différent. Donc le 0,2, là, je laisse tomber. Ça va donc être le vernis sélectif. Tiens, je l'écris sans accent parce que pour les serveurs, les accents, c'est très mauvais. Le vernis sélectif, c'est ce que nous allons faire. Version 0.1 du vernis sélectif. Voilà. Donc tout le monde voit ce que c'est le vernis sélectif. On est bien en train de travailler sur la version le vernis sélectif. On va enlever les calques de forme
Voilà. Le texte panache ici chez moi, je vais le sélectionner en double-cliquant sur le T du calque pour sélectionner tous les caractères et je vais aller lui mettre une couleur noire. OK. Puis, je pourrais faire la même chose pour l'autre face, mais juste pour rire, je vais juste le faire manuellement pour le mot Genève, par exemple. Voilà. Que je sélectionne manuellement avec l'outil texte. Et je vais le mettre en noir. Les autres mots, je vais les mettre en blanc. Je ne les efface pas parce que si j'efface les mots, le mot Genève va bouger de place. Et il faut pas. Il faut qu'il reste au même endroit que dans la version couleur de ce fichier. Donc, je mets en blanc chez moi les autres mots. Ils sont toujours là. Voilà. Donc, c'est l'endroit où il y aura le vernis sélectif. Alors, on fait ça dans Photoshop, mais ça peut aussi se faire dans InDesign ou Illustrator, ce qu'on est en train de faire là. Et après, il faut exporter le design de mise en page et InDesign ou Illustrator, il faut l'exporter en tant qu'image PSD, par exemple. Et l'utiliser dans Dimension. Alors, je mets à jour le fichier sur le disque dur, donc fichier enregistré. Et on va dans Dimension. L'objet doit être sélectionné. Plus particulièrement, je vais sur Image. Image. Et vous avez ici en bas rugosité. Vous pouvez cliquer sur le petit signe plus parce que la rugosité ne va pas être déterminée par le curseur, mais par le contenu de l'image qu'on va charger. Parce que la rugosité, ça, c'est valable. Oui, on pourrait tester. On pourrait tester si vous voulez. Rugosité. Ça devrait gérer le degré de réflexion sur l'objet. 0%, voilà. Si j'augmente le pourcentage, voilà. Là, je suis à 0%, voilà ce que ça donne. OK. Si j'augmente, ça diffuse, en fait. Voilà. Mais bon, peu importe. Je vais le remettre à peu près à 25%, mais ça n'a pas d'importance parce qu'on va tenter d'utiliser l'image pour la rugosité. Donc, vous allez cliquer sur le petit signe plus. Sélectionner un fichier. Le vernis sélectif. Ouvrir. Voilà. J'ai activé l'outil de rotation pour faire la rotation. Si vous bougez, vous devriez remarquer qu'il n'y a que le mot qui reflète la lumière, en fait. Voilà, et de l'autre côté, il y a normalement que le mot Genève qui doit briller. Oui, en effet, on voit que ça brille, là. Sous un certain angle, il clignote. Bien. Donc, ce qu'on a fait là, c'est une map de rugosité. Voilà, rugosity map ou roughness. Là, on est dans la version française de Dimension et donc les termes ne sont pas toujours ceux qui devraient être. Enfin, je veux dire, quand je traduis rugosité, moi, j'obtiens dans ma tête rugosity, mais en fait, c'est le roughness, le terme. Alors, dans Photoshop, on va tenter quelque chose.
vous allez dans la palette des calques, dans le dossier votre illustration. Activez le calque d'en bas, le calque blanc. Au-dessus du calque blanc, vous allez créer un... On va faire un calque de motif. Ce sera pas plus mal, un calque de remplissage de type motif. Donc, menu calque, nouveau calque de remplissage de type motif. Vous obtenez aussi ça en allant en bas dans les calques de réglage, en fait. Voilà, calque de réglage. Vous avez les 3 calques de remplissage possibles, et donc c'est un calque de type motif qui nous intéresse. Donc, si vous voyez, il y a déjà le calque motif qui est là, et vous avez la possibilité de choisir le motif dans la bibliothèque. Bien sûr, des motifs qu'on a faits seront également disponibles, si on veut. L'angle, l'échelle, tout est gérable. Là, je vais cliquer sur OK, et si je veux revenir dans cette boîte, il faudra bien sûr que je double-clique là-dessus pour réafficher la boîte. Le texte, ici, je vais lui mettre un effet spécial qui va faire du blanc, un contour blanc autour du texte. Donc, j'active le calque du texte et vous avez le petit FX ici et on a contour. Donc, ça m'amène dans les styles de calque. Oui, c'est la même chose si on double-clique à droite du nom du calque. On arrive dans les styles de calque et on peut dire qu'on va aller sur le contour. Attention, pas le contour du biseautage. Ça, c'est un sous-menu, mais vraiment le contour là. Le contour qui va être de couleur blanche. Donc le but, c'est de faire une frontière entre le texte et le motif. Et si le texte est blanc? Non, si le texte est blanc, non, vous ne mettez pas un contour noir. Enfin, si, ça, vous pourriez, comme ça, le texte aurait un vernis autour de lui. Le texte blanc aurait un vernis autour de lui, mais ne compliquons pas les choses. C'est juste le... Voilà. Alors, position extérieure. On modifie la taille. Voilà, on voit l'opacité 100%. Voilà. Donc, on ne modifie pas le dessin de la police, on a mis le contour à l'extérieur. Taille, opacité, voilà ce qu'on doit obtenir à peu près. OK. Et j'enregistre ça sous... Je vais indiquer que c'est ma version 2 de mes tests de vernis sélectif. D'accord ? Et je teste dans Dimension en sélectionnant l'objet. Ah tiens, ça fonctionne maintenant. Mon clic droit, super. En sélectionnant l'objet, en allant sur l'image. Et on va mettre à jour la map du rugosité. Donc on clique sur l'image qui était à côté du curseur rugosité. On peut l'ajouter si on veut. Et aller en ajouter, aller en chercher une autre. En principe, oui, c'était même pas nécessaire de la jeter avant d'aller en chercher une autre. Il peut y en avoir qu'une seule de map de roughness. Ok, c'est la version 02. Ouvrir. Voilà. Escape. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, le dessin
fait un vernis sélectif. Pas mal, ça. On a même à un certain moment, comme dans la réalité, l'effet où ça passe en négatif, si vous voyez. Il y a plein de nuances, ce qui normalement pour un vernis sélectif n'est pas possible. Oui, c'est en fait un vernis sélectif sur un motif. C'est le motif qui sert à faire la forme du vernis sélectif. Donc c'est un passage en presse supplémentaire après l'impression des encres sur le papier. C'est un passage en presse supplémentaire. Alors ici dans Google, j'ai juste tapé Offset Press. L'offset, je vous rappelle, est une technique d'impression qui est intéressante jusqu'à 100 000 exemplaires. Après, il faut passer à d'autres techniques comme l'héliogravure. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a des presses offset avec... donc, je vous rappelle qu'une presse offset, en réalité, c'est plusieurs presses monochromes mises les unes à la suite des autres et le papier passe d'une presse monochrome à l'autre. Et vous avez donc certaines presses qui, bizarrement, sont constituées de pas seulement 4 éléments, mais 5, 6, 7, 8. C'est pour la finition. Justement, le vernis va se mettre sur le papier qui vient d'être imprimé. Le vernis va se mettre... ça peut être aussi de l'encre fluo, des choses comme ça, de l'encre métallique, une Pantone en plus. Donc, quand vous voyez des presses qui ne sont pas comme celle-ci, juste constituées de 4 modules, c'est tout simplement qu'il y a de la finition en plus. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors ici, dans Photoshop, au-dessus du calque de motif, on pourrait aller mettre quelque chose qui va transformer ça en noir et blanc seulement. Donc, comme un calque de réglage de type seuil, par exemple. Donc, le calque de motif est activé. Calque de réglage de type seuil, voilà. C'est tout en bas, presque. Et donc, vous avez l'histogramme qui montre les différents niveaux de luminosité du motif. Et vous pouvez bouger le curseur pour déterminer qu'est-ce qui devient blanc, qu'est-ce qui devient noir. Ça pourrait être très bien aussi, évidemment, un fichier Illustrator qu'on utilise. Bien. Voilà ce qu'on obtient si on zoome. On va pas faire dans le détail ici, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Il est possible que vous ayez un simili, des petits points comme ça, qui essayent de recréer du gris, malgré qu'il n'y a que 2 niveaux du noir et du blanc. Ça, c'est possible. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un flou sur le motif. Un flou sur le motif. Alors, testons ça. On active le calque du motif. Si on va dans Filtre, Flou gaussien, ben oui, il le dit. Je me doutais bien qu'il fallait convertir le calque en objet dynamique. Ou le pixeliser, d'ailleurs. On va convertir en objet dynamique. Voilà. Donc, le flou gaussien qui est arrivé ici, 48,7, il va fort quand même. Non, c'est juste pour enlever un peu du détail. S'il y a moins de détails dans le motif, le seuil ne va pas tenter de recréer des petits points pour faire les niveaux de gris. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir également faire en sorte que le motif n'aille que sur une des faces de la carte. Donc, pour ça, on va utiliser... Dans ce cas-ci, c'est facile, c'est rectangulaire. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire et tracer sur l'image. Voilà.
Alors, je vais zoomer en arrière ici pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Voilà, ça c'est le rectangle que j'ai fait sur mon image. Il n'est pas assez grand. Mais je vais le transformer. Mais certainement pas de la transformation manuelle. Il s'agit ici de transformation de sélection. En allant dans le menu sélection, transformer la sélection. OK. Avec la touche Shift enfoncée, la touche majuscule, pour pouvoir modifier les proportions. Sinon, ça me comptera aux proportions initiales. Donc Shift enfoncé, voilà, et on va faire comme ça, voilà. Et on valide la transformation avec le petit V, là au-dessus, voilà. Oui, j'aurais pu faire un rectangle qui a d'office la bonne dimension, mais je voulais vous montrer qu'il existe la transformation de sélection. Ben, il suffit, en ayant le calque du motif activé, de cliquer sur l'icône du masque pour ajouter un masque de fusion. Voilà. Et donc, le motif n'est que sur une des faces. Je vais faire fichier enregistré sous. Je vais le nommer 03. Je retourne dans Dimension. Et donc, vous connaissez le système. Là, j'imagine que vous allez réussir à faire ça. Le map de roughness, de rugosité. Voilà. Ah ben là, il y a moins de nuances, hein, forcément. Et de l'autre côté, il n'y a que le mot Genève qui brille. Là. Donc ceux parmi vous qui avaient gardé un calque de motif, ça passait pas dans Dimension, il a fallu faire un clic droit, pixeliser, transformer le calque de motif en pixel, et là, ça passe dans Dimension. Voilà, donc faut s'adapter. Voilà. Bon, ben, on va s'occuper du relief, tant qu'à faire. Hein. Allons-y, vous allez enregistrer votre fichier là de vernis sélectif, vous l'enregistrez en indiquant que ça va être maintenant le gaufrage. Donc le fichier Photoshop, le gaufrage-01. Voilà. Qu'est-ce qui va être gaufré ici? Je vais peut-être enlever le motif. Et ouais, je vais enlever aussi le texte d'une des faces. Voilà, il n'y a que le mot panache qui va être en relief. Donc fichier enregistré, voilà. Ah mais c'est pas tout, il faut faire quelque chose de particulier ici. Donc, enregistrer sous. Je vais enregistrer la version 02 parce qu'on va faire une opération ici qui sera irréversible. Donc c'est pour ça que je garde la version 1 au cas où. Donc il va falloir faire un fichier spécial qu'on appelle un normal map, un fichier de normal map, pour indiquer au logiciel 3D où sont les reliefs sur sur la carte qu'on est en train de faire, sur le A5 qu'on est en train de faire. Donc on va ici aplatir toute l'image, menu calque, aplatir l'image. Oui, supprimer les calques masqués. Donc il ne me reste qu'un seul calque. Et on va lui appliquer le filtre 3D, menu filtre 3D. On va chercher générer une carte de normal.
Donc, vous avez peut-être un message que je n'ai plus ici parce que j'ai demandé de ne plus l'afficher, qui indique qu'en effet, les fonctionnalités 3D de Photoshop sont en cours d'abandon. Ça fait quelques années qu'ils ont décidé de sortir les fonctionnalités 3D de Photoshop et donc ils préviennent que voilà, il ne faut pas y passer trop de temps pour les étudier parce que ça risque à terme de ne plus exister dans Photoshop. Ce qu'on est en train de faire là, générer une carte de normal, c'est pas très grave si ça disparaissait de Photoshop parce qu'il y a plein d'autres logiciels qui au départ d'une image peuvent générer des normales. Forcément, il y a plein de gens qui vont de toute façon s'engouffrer s'il y a une fonctionnalité qui disparaît de Photoshop. Il y en a qui vont s'engouffrer pour faire leur système, proposer leur système à eux. Donc vous voyez ceci, une sphère, et quand vous la tournez, vous voyez le texte en creux dans ce cas-ci. Ah, c'est un peu lent. Tiens, tout à l'heure, c'était plus rapide que ça, mais c'est un peu lent chez moi maintenant. Bien, on va cliquer sur OK. Et voilà, on a nos normales qui sont là. Et vous enregistrez. Donc, pour répondre à ta question, pour le faire avec un fichier Illustrator, je pense qu'il faudra charger le fichier Illustrator dans Photoshop. Donc, le nom du fichier ici, c'était déjà le bon. Oui, c'était déjà le gaufrage 02. Donc, fichier enregistré, je mets à jour sur le disque dur, je peux le fermer et je vais dans Dimensions. Vous sélectionnez votre objet, vous allez sur la matière de l'objet. La matière est composée de deux choses, la matière par défaut et l'image. Si on va dans l'image ici, il n'y a pas d'endroit où on peut charger la normal map. Alors, on va sur matière par défaut. Dans matière par défaut, et il y a tout en bas la normale, possibilité de charger une normal map. Vous cliquez sur le plus, vous cliquez sur sélectionner un fichier, oui, et vous allez chercher votre fichier de normal map. Ouvrir. Et voilà, il y est. Donc, quand on tourne, on voit qu'il y a du relief en effet. Voilà, il y a du relief avec le vernis.